La porte de la salle de sport claqua comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit parisienne. Et Théo sentit son cœur s'emballer. Piégé dans l'ombre des haltères abandonnés. « Tu ne pars pas comme ça » murmura Jules d'une voix rauque. Ses yeux verts brillants d'une lueur que Théo n'avait jamais osé déchiffrer. Dans cet instant suspendu. Entre le clang des machines encore chaudes et l'odeur de sueur mêlée à l'encens des rues de Montmartre. Théo comprit que la ligne invisible entre désir et destin venait de se briser. Théo avait toujours été un homme de routines impeccables. Un architecte de 32 ans dont les journées se pliaient comme des plans bien tracés, café noir à 7 heures. Métro bondé vers le bureau près de la Seine. Esquisse jusqu'à la tombée de la nuit. Mais ces derniers mois. La salle de sport du quartier des Abbesses était devenue son refuge. Un sanctuaire de fer et de verre où il pouvait expulser la frustration d'un mariage qui s'effritait comme du plâtre ancien. Sa femme, Élise, l'attendait avec des silences de plus en plus lourds. Leur dîner se muant en interrogatoire poli sur des absences qu'ils ne justifiaient plus. Et puis il y avait Jules. Jules, le coach personnel aux épaules larges et au sourire qui creusait des fossettes irrésistibles, était arrivé à la salle 3 mois plus tôt. Un transfuge d'une vie qu'il ne racontait jamais. 28 ans. Originaire de Lyon. Avec un accent chantant qui roulait les airs comme des promesses. Théo l'avait remarqué d'abord pour ses tatouages, un loup stylisé sur l'avant-bras. Des verres de Rimbaud encre sur l'épaule puis pour la façon dont il corrigeait les postures. Ses mains fermes mais délicates guidant les corps vers une perfection éphémère. Respire. Théo. Laisse le poids te traverser, disait-il. Et chaque fois. Théo sentait un frisson qui n'avait rien à voir avec l'effort. Ce soir-là. Le 15 novembre 2025. La pluie martelait les vitres de la salle comme un avertissement ignoré. Théo avait prolongé sa séance. Push UPS et traction jusqu'à ce que ses muscles hurlent. Espérant chasser l'image d'Élise pleurant dans leur appartement haussmannien. La salle se vidait peu à peu. Les habitués rentrant vers leur vie ordinaire. Mais Théo s'attardait. Les yeux rivés sur le miroir où son reflet semblait plus étranger que jamais. Jules, en train de ranger les kettlebells, l'observait du coin de l'œil. Dernier client, lança-t-il enfin. Avec ce ton mi-taquin mi-autoritaire qui faisait fondre les défenses de Théo. Je finis juste, répondit Théo, essuyant la sueur de son front. Mais quand l'horloge sonna minuit, et que les lumières du couloir s'éteignirent une à une, Jules s'approcha. On ferme. Viens. Je te raccompagne. Sa voix était basse. Presque un murmure. Et Théo, le cœur battant, se leva sans protester. Ils traversèrent la salle déserte. Les semelles crissant sur le sol en caoutchouc. Et au moment où Jules posa la main sur la poignée de la porte principale, il s'arrêta. Attends. Théo se figea. L'air était chargé d'une électricité palpable. Comme avant un orage sur la tour Eiffel. Jules se tourna lentement. Son corps massif bloquant la sortie. Et dans la pénombre, ses yeux cherchèrent ceux de Théo. Pourquoi tu restes toujours si tard? Ce n'est pas pour les muscles. Hein? Les mots tombèrent comme une accusation douce. Et Théo sentit ses joues s'empourprer. Il ouvrit la bouche pour nier. Pour inventer une excuse sur le stress du travail. Mais rien ne sortit. Au lieu de cela, il fit un pas en avant. Et le monde bascula. Les lèvres de Jules étaient chaudes. Salées de sueur. Et Théo s'y perdit comme un homme affamé devant un festin interdit. C'était un baiser brut. Urgent. Les mains de Jules agrippant la nuque de Théo tandis que leurs corps se pressaient l'un contre l'autre contre les casiers froids. Le métal vibra sous l'impact. Et Théo, pour la première fois depuis des années, se sentit vivant, désiré, entier. Quand ils se séparèrent. Haletant. Jules murmura,
j'attendais ça depuis le premier jour. Ils ne parlèrent pas beaucoup cette nuit-là. Jules verrouilla la porte. Non pas pour les enfermer, mais pour les protéger du monde extérieur. Ils s'assirent sur un banc de musculation, les jambes entremêlées. Et Théo raconta tout, Élise. Leur mariage arrangé par des familles bourgeoises. Les nuits solitaires où il scrollait des profils anonymes sur des apps qu'il supprimait au matin. Jules écouta. Sa main traçant des cercles apaisants sur le genou de Théo. Moi. J'ai fui Lyon pour ça, avoua-t-il enfin. Mon frère. Homophobe jusqu'à l'os. M'a surpris avec un mec. Il m'a tabassé. Et j'ai pris le train pour Paris sans regarder en arrière. Leur première nuit fut un tourbillon de confessions et de caresses volées. Ils firent l'amour là. Sur les tapis de yoga roulés en hâte. Les corps luisants sous les néons tamisés. Théo découvrit en Jules une tendresse féroce. Des baisers qui racontaient des histoires de solitude et de rêves brisés. Au lever du jour. Alors que la lumière grise filtrait à travers les vitres embuées. Ils se rhabillèrent en silence. Conscients que ce qui venait de naître était aussi fragile qu'un croquis sur du papier calque. Les jours suivants furent un vertige. Théo et Jules se voyaient en cachette, un café volé au pied de Sacré-Cœur. Une balade nocturne le long de la Seine où leurs doigts s'effleuraient sous les ponts. Jules, avec son énergie lyrique, parlait de poésie et de voyage un été en Toscane. Peut-être. Ou une escapade à New York pour voir les gratte-ciel comme des totems d'espoir. Théo, pragmatique comme un architecte, se surprenait à rêver avec lui. À esquisser des plans pour une vie commune. Loin des chaînes invisibles de son mariage. Mais Paris. Cette ville de lumière et d'ombre. N'oublie rien. Élise remarqua les absences. Les regards fuyants. Qui est-ce ? Demanda-t-elle un soir. Lors d'un dîner où le vin coulait comme des larmes. Théo mentit. Balbutia des histoires de chantiers interminables. Pourtant. Au fond de lui. Une culpabilité sournoise grandissait. Comme une fissure dans une façade impeccablement restaurée. Les semaines s'écoulèrent en un kaléidoscope de moments volés. Et Théo se surprit à compter les heures jusqu'à la prochaine séance avec Jules. La salle de sport devint leur alcôve secrète, après la fermeture. Ils s'y retrouvaient. Transformant les machines en complices muettes de leur passion. Jules, avec sa fougue provençale, initiait Théo à des plaisirs qu'il n'avait qu'effleurés dans ses fantasmes solitaires, des morsures légères sur l'épaule. Des murmures en français ancien qui faisaient frémir l'air. Tu es à moi. Maintenant, soufflait-il. Et Théo, abandonnant toute retenue, se laissait emporter. Pourtant, au-delà des murs de la salle, la réalité les rattrapait comme une marée montante. Élise, avec son intuition aiguisée de galeriste, fouilla un soir le téléphone de Théo pendant qu'il prenait sa douche. Les messages codés à ce soir. Mon loup la frappèrent comme un uppercut. Elle ne cria pas, Élise n'était pas de celles qui hurlent. Au lieu de cela, elle prépara un thé. S'assit dans le salon au meuble design. Et attendit. Quand Théo émergea. Enveloppé dans une serviette. Elle leva les yeux. Calme mais assassin. C'est un homme. N'est-ce pas? Le monde de Théo s'effondra en un instant. Il s'assit en face d'elle. Les mots se bousculant dans sa gorge comme des gravats. Élise. Je ne sais plus qui je suis. Elle écouta. Impassible. Tandis qu'il déballait tout, les doutes adolescents refoulés. Le mariage comme un contrat social. La rencontre avec Jules comme une révélation. Je t'aime encore, conclut-il. Les larmes aux yeux. Mais pas comme avant. Élise se leva. Posa une main sur son épaule, un geste presque maternel. Va le voir.
Mais sache que demain, je pars chez ma sœur à Lyon. Et on en reparlera avec un avocat. Cette nuit-là, Théo erra dans les rues de Paris, la pluie transformant les pavés en miroirs brisés. Il appela Jules, qui l'attendait à la salle, ignorant tout. « Viens, dit-il simplement au téléphone. » Et Théo courut, le cœur en lambeaux. Quand il arriva, trempé jusqu'aux os, Jules l'attira dans ses bras sans un mot. Ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Comme si le monde pouvait s'effondrer à tout moment. « Reste avec moi, implora Jules après. Leurs corps enlacés sur le sol froid. On peut recommencer à zéro. Théo accepta. Ou du moins le crut-il. Les jours suivants furent un tourbillon, il déménagea temporairement chez un ami à Bastille. Envoya des esquisses à des clients pour maintenir les apparences. Et passa ses nuits avec Jules dans un petit studio près de Pigalle. Meublé de briques et de brocs. Jules travaillait toujours à la salle. Mais il parlait d'ouvrir la sienne. Un espace pour les âmes perdues comme nous. Avec des cours de yoga et de boxe thérapeutique. Théo, inspiré, commença à dessiner des plans, un loft ouvert. Des murs de verre donnant sur un jardin suspendu. Un havre pour ceux qui, comme eux, défiaient les normes. Mais le passé, tenace comme la vigne vierge sur les façades parisiennes, refit surface. Un après-midi, alors que Théo et Jules déjeunaient à une terrasse du Marais, un homme s'approcha à grand. Les cheveux poivre et sel. Un costume impeccable. « Jules ? C'est toi. » Jules pâlit. Son verre de vin tremblant dans sa main. « Papa. » Le père de Jules. Un notable lyonnais en visite d'affaires ? Les toisa. Son regard glissant de son fils à Théo avec un dégoût mal dissimulé. « Toujours dans tes déviances ? Ta mère pleure encore depuis ton départ. » La scène fut brève mais dévastatrice. Le père partit sans un au revoir, laissant Jules effondré. Ce soir-là, pour la première fois, ils se disputèrent. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Théo, blessé par les secrets. Jules, les poings serrés, explosa, « Parce que c'est mon enfer à moi. Tu crois que c'est facile d'être le fils du maire de Lyon et de préférer les hommes. » Les mots blessèrent. Et Théo, dans un élan de frustration, révéla son propre secret, « Élise veut divorcer. À cause de nous. » Le silence qui suivit fut plus lourd qu'une enclume. Jules se referma. Son corps tendu comme un arc. « Peut-être qu'on va trop vite, murmura-t-il enfin. Théo, le cœur serré, acquiesça. Mais au fond de lui, une graine de doute germait. Était-ce vraiment l'amour? Ou juste une fuite? Les semaines suivantes apportèrent un semblant de normalité. Ils se virent moins. Sous prétexte de travail. Mais chaque rencontre était plus intense. Comme si le temps les pressait. Un soir, lors d'une exposition au Louvre, une excuse pour se retrouver. Jules offrit à Théo un cadeau, un carnet de croquis reliés en cuir. Gravés de leurs initiales entrelacées. « Pour que tu dessines notre futur, dit-il. Les yeux brillants. Théo, ému, l'embrassa là. Au milieu des statues antiques. Indifférent au regard curieux. Pourtant, la trahison guettait dans l'ombre. Élise, blessée mais calculatrice, contacta un ami commun. Un avocat discret. Et commença à murmurer des rumeurs dans les cercles architecturaux de Paris. Théo a une crise de milieu de vie, disait-elle. Mais le sous-entendu était clair, un scandale homosexuel pourrait ruiner sa carrière. Théo l'apprit par un appel d'un collègue, « Fais gaffe. Mon vieux. Les ragots vont bon train. » Anxieux, Théo confia tout à Jules lors d'une nuit pluvieuse.
Ils étaient allongés dans le studio. La fenêtre ouverte sur les toits mouillés. J'ai peur de te perdre, avoua Théo. Jules le serra contre lui. On affrontera ça ensemble. Mais au matin. Théo trouva le studio vide. Un mot sur la table, besoin de réfléchir. Jules. L'absence de Jules fut un vide abyssal. Comme si Paris elle-même s'était vidée de ses couleurs. Théo erra dans la ville. Hanté par les souvenirs, le goût du vin rouge sur les lèvres de Jules. La courbe de son dos sous la douche partagée. Il appela. Envoya des messages au revient. On en parle mais le silence répondit. Impitoyable. À la salle de sport. Jules avait démissionné du jour au lendemain. Laissant un remplaçant maladroit qui ne comprenait rien aux âmes tourmentées. Désespéré. Théo fouilla les réseaux. Traqua les traces numériques de Jules. Un post Instagram. Effacé depuis. Montrait son loup tatoué sous un ciel étoilé, libre. Enfin. Le commentaire d'un inconnu revient à Lyon. Frangin. Papa pardonne. Le frère de Jules. Théo comprit alors, la famille avait rappelé son fils prodigue. Avec des promesses de rédemption ou des menaces voilées. Il prit le train pour Lyon ce soir-là. Le cœur battant au rythme des rails. Lyon. Avec ses traboules sombres et ses quais illuminés par les lumières du Rhône. Était une ville de contraste. Comme Jules lui-même. Théo descendit à la Pardieu. Et là un taxi vers le Vieux Lyon. Guidé par une adresse volée à un contact commun. La maison familiale était une bâtisse Renaissance. Fière et close. Avec un jardin où des rosiers luttaient contre l'hiver naissant. Il sonna. Et ce fut le frère qui ouvrit un colosse aux yeux froids. Une version aigrie de Jules. Qu'est-ce que tu veux? Toi, grogna Théil. Théo. Droit dans son manteau mouillé. Répondit calmement, Jules. Dites-lui que je suis là. Le frère ricana. Un son amer. Mon frère est en train de se soigner. De gens comme toi. On n'en veut plus. Mais avant que Théo ne puisse répliquer. Jules apparut dans l'escalier. Pâle. Les traits tirés. Théo? Qu'est-ce que tu fous ici? Ils parlèrent dans le jardin. Sous un saule pleureur. À l'abri des oreilles indiscrètes. Jules expliqua tout, son père. Rongé par le remords. Avait tendu la main après des mois de silence, le frère. Protecteur maladif. Avait convaincu Jules de se recentrer. Ils disent que c'est une phase. Que Paris t'a perverti, murmura Jules. Les yeux baissés. Théo sentit la rage monter. Et toi? Qu'est-ce que tu crois? Jules hésita. Puis avoua, j'ai peur. Peur de tout perdre toi. Ma famille. Moi-même. Le baiser qu'ils échangèrent là. Sous la pluie fine de Lyon. Fut un serment silencieux. Mais le frère les surprit. Surgissant comme un spectre. Espèce de salaud, hurla-t-il. Poussant Théo violemment. Jules s'interposa. Son corps tremblant. Arrête. C'est ma vie. La bagarre fut brève, coups échangés. Cris étouffés. Et le père qui accourut. Séparant ses fils avec une autorité patriarcale. Dehors. Tous les deux ordonna-t-il. Mais ses yeux. Pour la première fois. Trahissaient une fissure de compréhension. Théo rentra à Paris seul. Le corps endolori. L'âme en miettes. Jules promit de suivre. Dans une semaine. Je jure. Mais les jours passèrent. Et rien. Au lieu de cela. Un appel d'Élise, j'ai rencontré quelqu'un. Un critique d'art. On divorce à l'amiable. Si tu signes. Théo signa. Mécaniquement.
Comme on trace une ligne droite sur un plan foireux. Le doute s'insinua alors. Venimeux. Était-ce une trahison? Jules avait-il choisi la sécurité familiale contre leur amour? Théo plongea dans le travail, enchaînant les nuits blanches sur un projet de rénovation pour un hôtel du Marais. Les esquisses devinrent abstraites. Des lignes courbes évoquant des corps enlacés. Des ombres fuyant la lumière. Un soir, épuisé, il craqua et appela un ami gai de longue date. Marc. Un digi aux nuits interminables. Viens au duplex, dit Marc. Oublie-le. Le duplex, ce bastion queer du Marais, était un tourbillon de corps et de basses pulsantes. Théo but. Dansa. Se laissa draguer par un étudiant aux yeux rieurs. Pour la première fois depuis des semaines. Ils rirent un rire forcé, mais libérateur. Puis, au milieu de la foule, il le vit, Jules, adossé au bar. Un verre à la main. Les yeux rivés sur lui. « Qu'est-ce que tu fous ici » balbutia Théo. Le cœur en vrac. Jules s'approcha. Son parfum familier au musc et lavande enveloppant Théo comme une étreinte. « Je te cherchais. J'ai fui Lyon hier. Pour de bon. » Mais avant que Théo ne puisse répondre, l'étudiant surgit, glissant une main sur l'épaule de Théo. « Ton ami, minauda t-il. » Jules pâlit. Recula. « Je vois que tu n'as pas attendu. » La jalousie crépita comme un feu mal éteint. Et Jules tourna les talons, disparaissant dans la nuit. Théo le poursuivit, traversant les rues animées du Marais, criant son nom sous les néons roses. Il le rattrapa près de la place des Vosges, où Jules s'était affalé sur un banc, la tête entre les mains. C'était rien. Juste une danse, plaida Théo. Jules leva les yeux, rougi par les larmes. Et moi? J'ai tout plaqué pour toi. Et toi? Tu danses avec le premier venu? La dispute éclata. Mots acérés comme des lames, accusations de lâcheté. De faiblesse? De peur refoulée. Pourtant, dans la fureur, la vérité affleura. Je t'aime, sanglota Jules. Mais j'ai si peur qu'on nous brise. Théo s'agenouilla, prit son visage en coupe. Alors on se bat. Ensemble. Ils rentrèrent chez Marc, qui les accueillit avec un haussement d'épaules complice. Et passèrent la nuit à panser leurs plaies. Mots et caresses entremêlés. Le printemps 2026 pointa son nez timide sur Paris. Avec des cerisiers en fleurs le long de la Seine et un air chargé de promesses. Théo et Jules, réconciliés dans la tourmente, s'installèrent dans un appartement modeste à Belleville. Un quartier bohème où les artistes queer formaient une mosaïque vivante. Théo lança son projet de Loft Gym, financé par un investisseur bienveillant qui avait entendu parler de leur histoire d'amour atypique. Jules, libéré de ses chaînes lyonnaises, devint le visage du lieu, coach charismatique, organisateur d'ateliers sur l'acceptation de soi. Leur vie prit un rythme doux amer, fait de matins paresseux où Jules cuisinait des croissants trop beurrés, et de soirées où Théo lisait des poèmes de Verlaine à la lueur d'une lampe tamisée. L'amour, ce feu qu'ils avaient allumé dans la salle de sport, brûlait maintenant d'une flamme constante, nourrie par des confessions quotidiennes. Tu sais, dit un jour Jules, en traçant le contour du tatouage de Théo un nouveau. Un phénix sur la poitrine. Je croyais que l'amour était une cage. Avec toi, c'est un ciel ouvert. Mais le passé, ce fantôme insidieux, n'avait pas dit son dernier mot. Élise, désormais fiancée à son critique, organisa une soirée d'adieu au mariage ou une farce mondaine dans une galerie du 7e arrondissement.
Théo y alla seul. Par devoir. Vêtu d'un costume bleu nuit qui soulignait sa silhouette affinée par les entraînements. La salle bruissait de chuchotements, le divorce de Théo? À cause d'un scandale. Élise, radieuse dans sa robe rouge, l'accueillit avec un sourire carnassier. Content de te voir heureux, mentit-elle. Avant de le présenter à son fiancé, et voici l'ex. L'architecte torturé. La soirée tourna au vinaigre quand le frère de Jules fit irruption, non pas par hasard, mais envoyé par le père, qui voulait des nouvelles. Plus massif que jamais. Il toisa Théo, tu as ruiné mon frère. Il a coupé les ponts avec nous pour ton petit jeu. Théo, le sang bouillant, répliqua, ton frère est libre. Maintenant. Libre d'aimer qui il veut. Les mots volèrent, attisant un feu que les invités observaient comme un spectacle gratuit. Élise, sentant le scandale poindre, intervint, messieurs. Pas ici. Théo quitta la galerie en trombe, le cœur cognant. Il est là un taxi. Direction Belleville. Mais au lieu de rentrer, il bifurqua vers la salle de sport originelle, leur sanctuaire perdu. Les portes étaient fermées. Mais il s'assit sur le trottoir, fumant une cigarette rare, les larmes coulant librement. C'est là que Jules le trouva, alerté par un appel paniqué de Marc. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-il, s'agenouillant dans la flaque. Théo raconta tout, la voix brisée. Pour la première fois, il avoua sa peur viscérale, et si on n'y arrive pas? Si le monde nous broie? Jules, les yeux farouches, le releva. Alors on se relève. Comme toujours. Ils rentrèrent à pied, main dans la main, indifférents au regard des passants. Cette nuit-là, leur étreinte fut un rempart contre la tempête, lente, profonde. Un dialogue de peau et de souffle. Le vrai coup de grâce vint plus tard, sous une forme inattendue. Le père de Jules, terrassé par une crise cardiaque lors d'un conseil municipal, envoya une lettre. Pas à Jules, mais à Théo, une enveloppe cachetée, livrée par coursier. Je sais ce que vous êtes pour mon fils, écrivait l'homme d'une main tremblante. J'ai haï ça. Mais il rayonne depuis Paris. Merci. Et pardonnez-moi. La lettre se terminait par un legs, une somme modeste, pour aider leur rêve. Jules pleura en la lisant. Un mélange de joie et de deuil. Il a compris. À la fin. Théo le serra, sentant les murs de leur amour se renforcer. Pourtant, la trahison ultime guettait, née de l'intérieur. Lors de l'inauguration du Loft Gym, une soirée bondée, avec des drag queens et des DJ-sets. Théo surprit Jules en conversation animée avec un ancien amant lyonnais. Un artiste aux lèvres pulpeuses. Tu me manquais, murmurait l'homme. Une main sur le bras de Jules. La jalousie. Ce venin empoisonna Théo instantanément. Il s'enfuit dans les toilettes, le monde tournant. Quand Jules le rejoignit, alarmé, Théo explosa, tu me trahis? Après tout? Jules, abasourdi, jura, c'est du passé. Il est venu pour l'inauguration. Rien de plus. Mais les doutes s'étaient insinués. Et la dispute qui suivit secoua les fondations de leur nid. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant les rues en fournaises où les amours se consumaient ou s'éteignaient. Théo et Jules, écorchés par la dispute de l'inauguration, marchèrent sur des œufs pendant des jours. Le Loft Gym prospérait, inscription en hausse. Atelier complet. Mais à la maison, les silences s'allongeaient comme des ombres au crépuscule. Théo, obsédé par l'image de l'ancien amant,
Fouilla le téléphone de Jules une nuit d'insomnie. Rien. Seulement des messages anodins. Des photos de leur vie commune. La culpabilité le rongea, était-il devenu le monstre qu'il avait fui? Un matin. Lors d'un petit déjeuner sur leur balcon exigu. Jules brisa la glace. On se détruit, dit-il simplement. Une tartine à la main. Théo. Les yeux cernés. Acquiesça. J'ai peur de te perdre. Vraiment. Ils décidèrent d'une thérapie de couple. Recommandée par Marc, des séances avec une psychologue queer du Marais. Une femme aux cheveux courts et au regard perçant qui disséquait leur trauma comme un architecte un plan défaillant. Les sessions furent révélatrices. Jules avoua son syndrome de l'imposteur. Hérité d'une enfance sous le joug paternel, j'ai toujours cru que mon amour était une faiblesse. Théo, à son tour, déballa les couches de sa vie hétéronormée, marié pour plaire. Amoureux pour vivre. Petit à petit, les murs tombèrent. Ils apprirent à communiquer. À transformer la jalousie en dialogue. Le doute en force. Le chaos trao survint lors d'une escapade à la campagne. Une semaine dans une maison louée en Normandie pour se recentrer. La mer était agitée. Les falaises battues par le vent. Et un soir, alors qu'ils marchaient sur la plage, une tempête éclata. La pluie les surprit. Torrentielle. Et ils coururent vers un abri de fortune ou une grotte marine aux parois luisantes. Trempés, riant malgré la peur, ils s'embrassèrent avec une ferveur primitive. Mais au cœur de cette idylle, le téléphone de Jules sonna, son frère. En larmes. Papa est mourant. Viens. Ils rentrèrent en urgence. Le train filant à travers la nuit comme un présage. À l'hôpital de Lyon. Le père gisait. Frêle. Tubulure et moniteur veillant son agonie. Jules entra seul d'abord. Puis appela Théo. Il veut te voir. Dans la chambre stérile. Le père de Jules tendit une main tremblante. Je me suis trompé, murmura-t-il. Les yeux vitreux. Aimez-vous. C'est tout ce qui compte. Il mourut cette nuit-là. Dans un râle paisible. Et Jules s'effondra contre Théo. Sanglots libérés comme un fleuve en crue. La trahison du frère qui avait tenté une dernière fois de sauver Jules en le menaçant d'un héritage conditionnel fut balayée par ce pardon posthume. C'est fini, dit Jules au cimetière. Sous un ciel de plomb. Maintenant. On vit pour nous. De retour à Paris. Leur amour fleurit enfin. Robuste comme un chêne après l'orage. Le Loft Gym devint un phare, témoignage de clients sauvés par l'acceptation. Atelier sur l'identité queer. Théo et Jules se marièrent civilement un automne pluvieux. Entourés d'amis et de drag queens en robe arc-en-ciel. Élise même envoyant une carte, bonne chance. Élise et Pierre. Des années plus tard. Assis sur un banc près de la Seine. Jules grisonnant aux tempes murmura à Théo, tu te souviens de cette nuit à la salle? Théo sourit. Serrant sa main. Comment oublier? C'est là que tout a changé. Et dans le crépuscule parisien. Avec les lumières de la ville dansant sur l'eau. Ils s'embrassèrent. Un point final humain à leur odyssée, non pas une fin heureuse parfaite. Mais une vie tissée de cicatrices et de joie. Profondément. Irrémédiablement. L'heure.